Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Et bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Multi-21, la chaîne qui vous parle aujourd'hui de Power Ranking. Je suis en compagnie de Louis Matelin qui vous a accompagné sur le premier épisode. Louis, comment vas-tu ? Salut Paul, ça va très bien, salut à tous. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des pilotes classés de la 30e à la 21e place. Alors pour rappel, le Power Ranking, qu'est-ce qu'on a fait ? On a réuni toute l'équipe, chacun a classé ses pilotes dans un certain ordre, on a compilé toutes les infos et ça nous ressort le Power Ranking de la décennie, les 66 pilotes qui ont pris part à au moins un Grand Prix de Formule 1 depuis 2010. Alors aujourd'hui, on va vous parler des éternels numéro 2, ou plus particulièrement nommés les juniors de la team Red Bull. Alors Louis, en 30e place, on va attaquer avec Paul Di Resta. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Eh oui, écoute, Paul Di Resta, il était en Formule 1 entre 2011 et 2013. On se souvient surtout de lui justement pour ses grands prix chez Force India. Il a fait un petit retour en 2017, on s'en souvient aussi, il s'était attiré les foudres de Kimi Raikkonen au volant de sa Williams, parce qu'il avait un petit peu bouché le pilote Ferrari à l'époque. Voilà, donc Paul Di Resta, écoute, un pilote honnête de milieu de tableau, moi je dirais. Qu'est-ce que tu en dis ? C'est ça, un très bon numéro 2 en fait. Il a toujours fait le taf, il a jamais fait de sortie dans les médias, il marquait des points quand il fallait. Voilà, un très bon numéro 2. Allez, passons au numéro 29. Tu parlais de Red Bull, et là on arrive sur un pilote Red Bull, c'est Alexander Albon. Voilà, alors qui se retrouve ici, je pense, c'est pas forcément dû à ses performances, puisque pour moi, Alexander Albon, c'est un très haut potentiel. Mais comme George Russell, dans la vidéo précédente, on vous en parlait, voilà, il a fait une saison. Alors oui, il a été promu au milieu, en lieu et place de Gasly, qui scorait pas assez, mais au final, il n'a pas été, je trouve, il n'a pas tellement mieux performé que Gasly sur la Red Bull. Donc voilà, à voir dans les années à venir, mais pour l'instant, pour moi, il est plutôt bien à sa place. Oui, écoute, je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que c'est un pilote qui a été convaincant sans être flamboyant, donc il est très bien dans ces eaux-là du classement. Alors ensuite, on enchaîne toujours dans le giron Red Bull. Chez nous, on a Sébastien Buemi. Alors Sébastien Buemi, effectivement, qui lui n'a jamais eu l'opportunité de piloter la Red Bull. Il est resté chez Toro Rosso. Et oui, il est resté chez Toro Rosso, et puis comme c'était l'usage à l'époque, après 3 saisons chez Toro Rosso, il a été remercié. Et puis par contre, après sa carrière chez Toro Rosso, il a eu une excellente carrière dans d'autres championnats. On se souviendra quand même qu'il a été champion de Formula I, champion du monde d'endurance, et puis vainqueur des 24 heures du Mans, donc c'est quand même un beau palmarès. Voilà. Éternel numéro 2 peut-être en Formule 1, puisque sa carrière est derrière lui. Par contre, effectivement, dans d'autres compétitions, c'est clairement un numéro 1. Ah oui, comme beaucoup de pilotes finalement qui sont partis de la Formule 1 alors qu'ils n'en avaient pas l'envie, et qui se retrouvent dans d'autres championnats, ils sont souvent très très bons. Alors ensuite, c'est la petite coquille du jour, c'est celui qui n'est pas à sa place. Sans doute quelques écarts, mais globalement tout le monde s'est trompé. C'est Kovalainen. Pourquoi est-ce qu'on s'est trompé ? Tout simplement parce qu'en fait Kovalainen, effectivement, il a fait une bonne carrière chez McLaren et chez Renault au début, mais à partir de 2010, Kovalainen, il est chez Lotus Caterham. Et autant vous dire que c'est pas la même chose. Oui, effectivement, de 2010 à 2012, il a couru chez cette écurie, donc Lotus, qui est ensuite devenue Caterham, et il a quand même pas été très très bon. Alors effectivement, la voiture n'était pas non plus très bonne, je pense qu'il a fait pas mal de travail de mise au point, mais on s'est surtout souvenu en faisant ce classement, je pense, de sa victoire avec McLaren ou de son podium avec Renault, que de ce qu'il a fait lors de ces années-là. C'est ça, en fait, c'était une fin de carrière, somme toute assez classique, comme beaucoup l'ont fait dans ces 3 petites équipes de fond de grille dans les années 2010, qui étaient Lotus Caterham, HRT et Marussia, Virgin, je sais plus combien il y a de noms derrière celle-là. Mais voilà, il avait de l'expérience, il savait mettre au point des voitures, il demandait pas beaucoup d'argent, j'imagine, il devait avoir quelques sponsors, il avait toute sa place en fait là-bas. Mais effectivement, il est sorti par la petite porte. Effectivement. Écoute, on parlait d'Alex Albon qui était rookie cette année, on va parler d'un autre rookie, Lando Norris est 26e de ce classement. Voilà, c'est pareil. Il a montré de très belles choses.
avec la McLaren. Il a quand même eu quelques gros points. Il a souffert quand même de la fiabilité. On se souviendra notamment du Grand Prix de Spa où il s'arrête sur la ligne à l'avant-dernier tour, si je dis pas de bêtises. C'était très, très émouvant. Ça a brisé le cœur de pas mal de fans. Le tien d'ailleurs, j'imagine. Tout à fait. Mais effectivement, voilà, pareil, un très, très bon potentiel. C'est un petit gamin. Il a 20 ans maintenant. Bon, c'est plus si gamin que ça quand même, mais il a que 20 ans. Et pour moi, effectivement, c'est un futur grand. Et en plus, je suis content qu'il soit chez McLaren parce que je trouve qu'il rentre très très bien dans le moule, dans ce moule un peu british, humoristique, qui colle bien. Oui, et puis il y a une nouvelle mentalité chez McLaren, hein, ce qui lui permet de s'amuser aussi. On voit qu'il prend du plaisir et puis ça se ressent en piste. Il fait de très bons résultats. Et puis finalement, moi je suis content que ce soit le meilleur rookie de cette année dans notre classement parce que c'est un pilote que j'apprécie particulièrement. Tout à fait. Alors ensuite, on revient à nouveau dans le Giro Red Bull, hein. On n'en est pas sorti. Il y en a encore 3 hein, dans notre classement. Donc ici, maintenant, on passe sur la torpille russe Daniil Kvyat qui a fait des allers-retours entre lui aussi, Toro Rosso, Red Bull, Toro Rosso, etc., etc. Alors Daniil Kvyat, effectivement, c'est un pilote qui avait quand même une sacrée pointe de vitesse, qui avait montré de belles choses, qui avait été promu chez Red Bull parce qu'il le méritait. Et puis chez Red Bull, je sais pas, peut-être la pression, le fait d'être sous les projecteurs, il y a quelque chose qui a merdé. Et puis du coup, il a payé, quoi. Oui, effectivement, Daniil Kvyat, si j'ose dire, c'est une carrière en montagne russe. Parce qu'effectivement, il a commencé chez Toro Rosso, il a été promu chez Red Bull pour remplacer Sébastien Vettel. Après plusieurs crashs assez rapidement, il a été rétrogradé chez Toro Rosso. Il n'a jamais réussi à vraiment se remettre en jambes. Il a été licencié de Toro Rosso. Et puis face à la crise des pilotes chez Toro Rosso, il a été de nouveau appelé. Et puis on le retrouvera de nouveau avec plaisir en 2020 sur les grilles. C'est cela. Alors ensuite, on va parler celui qui me fait le plus mal, qu'on ne voit plus aujourd'hui, hein, c'est Jean-Éric Vergne. Et effectivement, Jean-Éric Vergne, donc lui aussi, qui a, comme Buemi en fait, qui a fait ses 3 saisons chez Toro Rosso. Passé les 3 saisons, il n'y a pas eu d'opportunité. On se souvient que c'est Ricciardo qui a été promu cette année-là. Alors Ricciardo méritait largement aussi ce baquet. Mais pour moi, il y aura toujours un petit pincement de cœur parce que je pense qu'il aurait pu faire d'autres choses. Et il aurait sans doute fallu qu'il aille peut-être essayer de démarcher un autre baquet dans une autre écurie, sortir de ce giron. Puisqu'on le voit aujourd'hui, hein, il est complètement sorti du giron Red Bull et il est en Formula I. Et puis c'est le champion au titre, quoi. Donc c'est que mine de rien, il a quand même un sacré coup de volant. Oui, il est très très bon, Jean-Éric Vergne. C'est vrai qu'il y a un petit arrière-goût amer de ne pas l'avoir vu plus en Formule 1, parce qu'à l'époque, il faisait presque jeu égal avec Ricciardo. Ensuite, il n'a pas vraiment convaincu face à Kvyat, et c'est ce qui explique qu'il a été évincé de cette académie Red Bull. En tout cas, en Formule 1, ça se passe très bien, puisqu'il est double champion en titre. Il a 7 victoires à son actif. Donc c'est quand même, il a 8 victoires, pardon, même, à son actif. Donc c'est quand même un très très bon pilote de Formule 1. On le voit aussi beaucoup en endurance où il n'a pas le succès de Sébastien Buemi, mais on se souviendra quand même qu'en 2018, pardon, il s'était imposé aux 24 heures du Mans en LMP2 avant d'être disqualifié pour une broutille technique sur sa voiture. C'est ça, effectivement, il est pas sur le devant de la scène et on a tendance parfois à oublier un peu ses à côté, mais lui, tant qu'il se fait plaisir, je pense que c'est l'essentiel. Et alors ensuite, on va passer du coup sur notre petit chouchou à tous les deux, hein. On arrive bien sûr sur Kamui Kobayashi. Ah oui, écoute, Kamui Kobayashi, c'est un pilote que j'adore. On va pas revenir sur sa période Toyota parce que c'était en 2009, mais il avait déjà été impressionnant en 2009 avec la Toyota. Et puis par la suite, ça lui a valu, après le retrait de Toyota, un volant chez Sauber. Et il a été exceptionnel chez Sauber, je trouve. Il a été, certes, il manquait un peu de pointe de vitesse, notamment face à Sergio Pérez, mais il était toujours impressionnant en piste. Et puis tu vas nous raconter un peu l'histoire de ce super podium qu'il nous a fait au Japon. Ah je pense que moi je m'étais levé hein, pour le voir hein, et effectivement, à Suzuka, en 2012, sa dernière année, il le sait pas encore à ce moment-là, parce que effectivement, Sauber, les finances sont plus top génial et ils vont aller chercher un pilote payant en la personne d'Esteban Gutiérrez. Mais effectivement, au Japon, pour un de ses derniers grands prix dans une monoplace compétitive, et il profite et il arrive à remonter et à finir troisième sur le podium du coup. Sur son podium national, c'est le troisième japonais à finir sur le podium hein, au Japon. Et du coup, moi, il est parti avec cette image-là en gros. Donc, c'est effectivement toujours des super souvenirs. Après, effectivement, bon, il est revenu chez Caterham.
où d'ailleurs on se souvient assez peu de ces triplettes-là, mis à part le fait que Jules Bianchi a marqué un point chez Virgin à l'époque, ou Marussia, je ne sais plus, et a marqué un point, et c'était une performance exceptionnelle, et tout le monde était heureux. Ce qu'on se souvient assez peu, c'est que Jules Bianchi a fait un déplacement pour le moins, comment dire ça, Osé. peu orthodoxe sur Kobayashi, alors que Kobayashi était justement, c'était lui qui était parti pour aller marquer des points avec une petite Caterham un peu paumée. Donc bon, c'est écrit, c'est dans l'histoire, c'est Jules, donc ça nous va aussi. Mais effectivement, on gardera toujours en tête que malgré tout, à un moment, c'était Kobayashi qui était bien placé pour aller marquer ce petit point-là. Bah oui, effectivement. Et puis Kobayashi, qui était un excellent pilote, effectivement, cette histoire, on l'a un petit peu oubliée, mais elle est intéressante. Et puis, il faut quand même noter que Kobayashi, c'est un des fers de lance de l'écurie Toyota en endurance maintenant. Donc, c'est un pilote qui a toujours été lié à Toyota. Et pour ça, je pense que les Japonais aussi l'apprécient beaucoup. Mhm. Allez, on arrive à la fin. Sur des pilotes d'aujourd'hui, hein, du coup, donc on retrouve, nous, à la 21e place, Kevin Magnussen. Alors, ce cher Kevin, il y a pas mal de choses à dire. Alors déjà 22e, je m'excuse, et à la 22e place, donc ce cher Kevin Magnussen, qui a commencé chez McLaren, qui s'est fait mettre dehors, qui est resté quand même 3e pilote, et puis ensuite il arrive chez Renault, il fait une pige d'1 an, et puis au bout d'1 an on lui dit que finalement merci, mais non merci. Et puis ensuite il arrive chez As, et puis chez As, il fait des performances honorables, pour moi, d'un numéro 2 en fait, quoi. Il est là, il score les points, il est régulier, et je pense que tout est dit, en fait, quoi. Bah, effectivement, tout est dit. Je pense que c'est un pilote qui, voilà, qui a sa place sur la grille, qui ramène des points, et c'est ce qu'on lui demande. Il est peut-être un peu trop agressif parfois en piste, hein, on en parle souvent, mais ça reste un pilote correct de milieu de grille. À noter quand même que Kevin Magnussen, il avait scoré un podium pour sa première course avec McLaren en 2014, C'est ça. et ça avait quand même marqué les esprits à l'époque. C'est ça, en Australie, hein, c'était quand même quelque chose. La McLaren était pas mal au début, hein, au début de la saison. Enfin, je précise bien au début, c'est pas resté le reste derrière. Mais effectivement, pour moi, c'est un très bon numéro 2 et il est à peu près à sa place aujourd'hui. Et enfin, terminons avec la 21e place, cette fois, encore un très bon numéro 2. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre Gasly? Eh ben écoute, Pierre Gasly, donc le dernier Red Bull, hein, le dernier, le petit, effectivement, moi, alors j'aimerais bien le revoir en fait dans une autre monoplace compétitive, parce que j'ai l'impression que chez Red Bull quand même il y a eu un raté, pas forcément que de son cas, parce que mine de rien il a montré quand même qu'il était capable de faire des grandes choses, il va quand même chercher un podium avec la Toro Rosso, dans des conditions certes euh, on va dire, pas commune, mais c'est pas non plus le Grand Prix, le Grand Prix d'Allemagne, hein, puisqu'il y avait quand même du beau monde qui était resté, puis il avait quand même Hamilton derrière lui qui revenait très fort. Donc il a quand même montré qu'il était capable de faire des choses. Et pour moi, effectivement, il y a un petit goût de raté en fait. Chez Red Bull, je sais pas s'il a pas réussi à s'adapter, s'il a eu trop la pression, là encore comme Kvyat à l'époque, hein, ou si simplement, effectivement, comme on s'est dit, si la voiture n'était pas taillée pour lui, hein, parce que mine de rien, on le sait qu'aujourd'hui la Red Bull elle est faite pour Verstappen, uniquement pour lui, et les autres à côté, faut s'adapter. Et si vraiment la voiture elle est pas du tout, taillée pour soi, je pense que c'est très dur de s'adapter et ça pourrait expliquer certaines choses. Bah oui, je suis assez d'accord avec toi en fait. Je pense que Gasly, c'est un pilote qui est très bon, mais lorsqu'il n'est pas trop dans la lumière, ça se passe toujours très bien chez Toro Rosso. Ça se passait très bien chez Toro Rosso. Ça s'est de nouveau très bien passé chez Toro Rosso après sa rétrogradation de chez Red Bull. Mais entre les deux, chez Red Bull, ça s'est pas bien passé. Alors voilà, comme tu l'as dit, on sait pas trop si ça vient de la pression qu'il a subie, c'est le fait que Verstappen phagocyte un peu toute cette écurie Red Bull et prend tout sur lui, prend toute la couverture sur lui. Mais en tout cas, voilà, Pierre Gasly, ça n'a pas marché. Est-ce que ça pourrait marcher ailleurs? Moi, je n'en sais rien, mais en tout cas, l'avenir nous le dira, parce que déjà, on va voir s'il est capable de continuer sur sa bonne lancée chez Toro Rosso dès l'année prochaine. C'est ça, on verra. Alors chez AlphaTauri, du coup, hein, on Oui, bien spoil sûr. personne aujourd'hui, mais effectivement chez AlphaTauri, il va rempiler pour une année, sans doute la dernière, hein, si on suit le principe habituel. Charge à lui, et je pense que ça c'est un truc qu'ils oublient souvent chez Red Bull, les petits jeunes, c'est d'avoir un peu leur sponsor, d'aller chercher quand même un peu des choses, parce que mine de rien, surtout là, Gasly, globalement, je pense qu'il sait que de Red Bull c'est cuit de chez cuit.
Tout ce qui pourrait profiter, c'est qu'il n'y ait pas grand monde derrière lui et que du coup on lui dise allez, on te remet une quatrième saison chez AlphaTauri. Et par contre, effectivement, suite à ça, bah, il va falloir qu'il performe et puis surtout qu'il aille se vendre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'ils oublient souvent. Et c'est pour ça qu'on a souvent vu des petits gars de chez Toro Rosso au bout des 3 saisons sortir et puis ne pas rempiler derrière, alors que du Buemi, du Jean-Éric, du Gasly, c'est quand même pas dégueu. Et je trouve ça dommage qu'ils aient jamais pu retrouver un baquet ailleurs que dans le giron Red Bull. Mais ouais, je pense aussi que cette étiquette de pilote Red Bull colle à la peau et les autres écuries ont un peu plus de mal à embaucher un ancien pilote Red Bull, en tout cas un ancien pilote Toro Rosso, parce que Ricciardo a retrouvé ailleurs, parce que Vettel a retrouvé ailleurs, par exemple. Mais ouais, c'est un petit peu plus compliqué pour ces pilotes-là que pour d'autres, peut-être, de trouver un volant. Bon, écoute, c'était très intéressant de parler de ces pilotes avec toi, Paul. J'ai beaucoup apprécié, pardon. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié. On se retrouve bientôt pour la suite du classement. Et là, ça va commencer à être du lourd, hein, de la 20e à la 11e place. Donc, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo, le prochain podcast. Et puis, à bientôt. Et oui, à bientôt pour parler des pilotes à fort potentiel cette fois-ci. Salut, salut. Salut à tous.